Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, la correction du sujet de brevet de mathématiques en métropole. Alors on commence tout de suite. Donc il y avait 5 exercices, chacun sur 20 points. Donc c'est plutôt réparti un peu sur l'ensemble du sujet. Alors regardons l'exercice 1. Donc une feuille de calcul, donc une feuille extraite d'un tableur, donc que ce soit Excel, LibreOffice, etc. Il y a plein d'autres logiciels qui permettent de le faire. Donc présente les températures moyennes mensuelles, donc chaque mois, à Tours en 2019. Donc on a chaque mois, donc janvier, février jusque novembre, décembre, et on vous donne les températures en degrés moyennes sur l'ensemble du mois, d'accord, à chaque fois. La première question vous demande, d'après le tableau ci-dessus, quelle a été la température moyenne à Tours au mois de novembre. On va chercher le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est cette colonne-là. Donc, la température moyenne à Tours à ce mois-là, en 2019, c'était 8,2 degrés. Alors, question 2. Déterminer l'étendue de cette série. Donc, la série, c'est l'ensemble des 12 moyennes de température sur les 12 mois de l'année. Donc, voilà, ça fait un ensemble de valeurs qui nous sont données, donc qui va former une série. Alors, l'étendue, donc il faut penser que c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Sur combien cette série s'étend au total? Donc il faut chercher la valeur maximale, qui n'est pas très compliqué, et la valeur minimale. Donc la valeur maximale, on va la trouver au mois de juillet, 22,6, donc ça c'est pour le max. Et le minimum, bon, qui semble plutôt cohérent, ça serait plutôt en janvier, 4,4. On n'a pas plus bas ailleurs. Donc ça c'est le minimum. Donc l'opération à faire, c'est 22,6 moins 4,4 et on trouve l'étendue. Alors, question 3. Quelle formule doit-on saisir en cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle? Donc, c'est-à-dire on veut la température sur toute l'année, sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble de tous les mois. Donc, la cellule N2, elle est ici. Colonne N, ligne 2. Donc, c'est cette case qui est là, où on veut la moyenne. Bon, c'était déjà noté dans le tableau. Donc, je vous rappelle qu'une formule euh, Excel doit toujours commencer, une formule de tableur doit toujours commencer par un signe égal. C'est à ce moment-là que la feuille de calcul et le logiciel va comprendre qu'il y a un calcul à effectuer. Donc, la formule, il y en a plusieurs possibles. La plus rapide et la plus simple d'utilisation, c'est d'appeler la formule moyenne. Donc on écrit moyenne. Entre parenthèses, on dit la première case où ça doit commencer, c'est-à-dire la première cellule où ça doit commencer, c'est-à-dire B2, jusque, là on met avec 2 points, jusque, donc 2 ici, jusque 7,8, c'est-à-dire la colonne M et la ligne 2, donc la cellule M2. Autre possibilité, soit vous savez utiliser correctement la formule somme, et c'est pareil, comment on calcule une moyenne? C'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est dire, c'est la somme de tout. Donc pareil, hein, c'est les mêmes lignes, hein, les mêmes cellules. Donc de B2 jusqu'à M2. Et tout ça que je divise, alors sur l'ordinateur, c'est le slash pour diviser, que je divise par le nombre de mois. Bon, il y en a 12. Ça fonctionne aussi. Ou, beaucoup plus long, mais qui n'est pas faux, c'est faire B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus etc. jusqu'à la fin des 2. Attention, c'est tout ça, donc des parenthèses, qu'on va diviser par 12. Bon, évidemment, c'était la plus simple, c'était la première formule à écrire, avec moyenne de B2 jusqu'à N2. Alors, question 4. Vérifiez que la température moyenne annuelle est de 13,1 degrés Celsius. Donc là, on vous demande de faire le calcul de moyenne, parce que vous n'auriez pas eu l'ordinateur pour pouvoir le déterminer. Donc, la moyenne, je vous rappelle, je vous ai donné juste avant, c'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Et enfin, la question 5, on vous demande la température moyenne annuelle à Tours en 2009 était de 11,9. Donc nous, on a trouvé la moyenne en 2019, qui était de 13,1. Là, on nous donne une information en plus, on nous dit que 10 ans plus tôt, en 2009, c'était 11,9 la moyenne. Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019, arrondi à l'unité, était-il de 7%, de 10%,
ou de 13%? Justifiez la réponse. Alors, on peut essayer de voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je pars de 11,9 qui était la température moyenne à Tours en 2009, bah, je vais l'augmenter successivement de 7, de 10 et de 13 et je vais voir celle qui va me donner 13,1. Donc, on commence avec le 7%. Donc, on calcule 11,9 auquel je vais ajouter, parce que c'est une augmentation, 7% de ce 11,9. C'est ça, faire une augmentation de 7%, c'est prendre la totalité et en rajouter 7%. Donc en rajouter 7%, bah, c'est multiplié par 7 sur 100. On trouve 13,09. Bon, et ben, on est très proche de 13,1. Et voilà notre bonne réponse. Vous pouvez vérifier avec 13%. Vous allez tomber sur 13,447. C'est un petit peu trop grand. Donc le plus proche, en plus on vous dit que c'est un arrondi à l'unité qui a été fait du pourcentage. Donc la bonne solution, c'est une augmentation de 10%. Exercice 2. Le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. Très bien. L'année 2019 a enregistré 1,9 million de visiteurs. Combien aurait-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre un objectif de 2 millions de visiteurs? On en veut 2 millions, nous n'en avons eu que 1,9 million. La soustraction se fait vite sentir. Question 2. L'affirmation il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019 est-elle vraie? Bon, on en a eu 1,9 million. Ok. Sur une année complète. Bon, il suffit de savoir combien il y a de jours dans une année. Donc, on calcule, on trouve environ 5205,48. Donc, visiteurs par jour. C'est une moyenne environ. Donc, l'affirmation il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019 est vraie. Question 3. Un professeur organise une sortie au Futuroscope avec ses élèves de 3e. Il veut répartir 126 garçons et 90 filles par groupe. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Donc petit a, on vous demande une question déjà préliminaire. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 126 et 90. On décompose 126. Question B. Trouvez tous les entiers qui divisent à la fois les nombres 126 et 90. Il faut regarder les décompositions. Je regarde qu'est-ce que je peux avoir en commun. Qu'est-ce que je peux entourer en commun dans les deux décompositions. Déjà, il y en a toujours un qui va fonctionner, qu'il ne faut pas oublier. C'est 1 qui va toujours diviser. Donc les diviseurs, donc on a 1. Celui qui apparaît aussi, c'est 2. Il y a un 3 en commun, même s'il y en a 2, mais en tout cas, il y en a déjà au moins 1. Il y a 3. Le 3 au carré, il est en commun, mais 3 au carré, c'est 9. Donc là, c'est possible, 9. Alors ensuite, si je prends un 2 que je multiplie par un 3 et un 2 que je multiplie par un 3, ils sont en commun dans les deux. Donc il y a aussi 6, qui est 2 fois 3. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait 2 fois 3. Je peux avoir aussi 2 fois le 3 au carré, parce que ce bloc-là, il apparaît dans les deux. Donc c'est 2 fois 9, et 2 fois 9, c'est 18. Et alors ensuite, après, le 7, non, je ne peux rien en faire, parce qu'il n'est pas en commun, et le 5 non plus. Donc en fait, ça s'arrête là. 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Question C. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. Je regarde la question B. Quel est le plus grand nombre qui divise à la fois mon groupe de garçons et mon groupe de filles? Je peux en faire 18. On vous demande aussi la composition de chacun des groupes. Donc pour les garçons, on fait 18 groupes, donc on divise par 18. 7 garçons par groupe. 90 divisé par 18, c'est-à-dire 5 filles dans chaque groupe.
La configuration ne peut vous faire penser qu'à une seule chose du théorème de Thalès. Évidemment, on vous demande de calculer une longueur, c'est pas aberrant. Bon, alors on y va. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il me faut plusieurs choses avant. Il me faudrait des droites parallèles des points alignés. Bon, est-ce que j'ai les droites parallèles? Visiblement, non. Sauf que les droites DE et BC, elles sont toutes les deux perpendiculaires, on nous donne des angles droits ici. Donc, sont perpendiculaires à la droite AC, celle qui est le sol, quoi. Ben, qu'est-ce qu'on a vu en sixième? Une propriété qui dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Alors, DE est parallèle à BC. Bon, on a les droites parallèles. Donc, on sait que, premier point, DE est parallèle à BC. C'est bien parti pour le théorème de Thalès. A, E, B et A, D, C sont alignés. Les deux séries de points. D'après le théorème de Thalès, on a le point commun. J'ai un petit triangle ici AED, j'ai un grand triangle ABC. Le point commun, c'est A. Donc j'écris 3 fractions, ça va être des rapports égaux, et les 4 premières vont commencer par la lettre A. Donc je commence, soit je choisis le petit triangle pour commencer, et le grand triangle après, mais je poursuis l'ordre dans la suite de mes fractions. Donc je vais commencer par AE. AE, il est aligné avec AB. Ensuite, AD, il est aligné avec AC. Et les deux autres, bah, j'oublie les lettres A. Donc j'oublie la lettre A, il me reste E, et ici il me reste D, donc ED. Et ici, j'oublie la lettre A, il me reste B et C, donc BC. Et c'est bien les deux droites parallèles, DE et BC. Donc j'ai plutôt pas fait d'erreur sur cette partie-là. On remplace AE, on ne connaît pas. AB, je ne connais pas. AD, je connais, c'est 2 mètres. Alors, AC, bah, AC c'est 2 mètres plus les 54,25. Donc 2 plus 54,25. Hop, je ferai le calcul après. Et ça doit être aussi égal à 1,6, le ED, sur BC, ben, ce que je cherche. Bon, alors, je vais rester uniquement sur cette partie-là. Parce que là, je n'ai pas d'informations. Donc, on a 2 sur 56,25, l'addition des deux ici, ça doit être égal à 1,6 sur BC. D'où BC, produit en croix, je fais 1,6 fois 56,25 et je divise par 2. Et vous trouvez 45 mètres. Donc la hauteur BC du gyrotour est de 45 mètres. Exercice suivant, l'exercice 3, coupé en 2 parties avec des QCM. Une seule des réponses était possible et puis on n'attendait pas de justification. Alors ici, on a une urne avec 7 jetons verts, 4 rouges, 3 bleus et 2 jaunes. Les jetons sont indiscernables au toucher, ça veut dire que vous ne pouvez pas à l'avance, vous êtes dans une boîte qui est complètement sombre, fermée, vous ne voyez pas la composition à l'intérieur, vous ne pouvez pas deviner vers quoi votre main va aller chercher. Et vous ne pouvez pas distinguer les jetons entre eux, ils ont tous la même forme, il y a juste la couleur qui va changer, mais ça, c'est pas discernable au toucher. Donc on pioche un jeton au hasard dans cette urne. À quel événement correspond une probabilité de 7/16e? Bon, bah, on va regarder plutôt chacune des réponses et puis voir si ça nous donne 7/16e. Alors, obtenir un jeton de couleur rouge ou jaune. Alors, les rouges, j'en ai 4, les jaunes, j'en ai 2, ça me fait 6 possibilités en tout, sur un total de, j'ai 16 jetons en tout, ici. Donc, j'en ai 6 sur 16. C'est pas bon, ça ne me donne pas la probabilité que je veux. Donc ça, on vire. Obtenir un jeton qui n'est pas vert. Bah, les jetons qui ne sont pas verts, il y en a combien qui sont verts? 7, j'en ai 16 au total, donc ça m'enlève 9 sur les 16. Bah, c'est pas la proba que je veux. Obtenir un jeton vert, bah là j'en ai 7 sur 16. Bingo.
C'est celle-là. Réponse C pour la première question. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Donc, de ne pas tirer un jeton bleu, c'est-à-dire tirer soit du vert, du rouge ou du jaune. Bah, j'en ai 3 des bleus, sur un total de 16 jetons. Je ne veux pas de jetons bleus, donc j'ai plus que 13 possibilités sur les 16. Bah, forcément, réponse A, celle-là. Alors, partie B, on vous donne, pareil, c'est la suite du QCM, toujours une seule réponse possible, etc. Pas de justification. On vous dit qu'on a l'angle AOB qui mesure 36 degrés, on vous donne une droite D qui vient horizontalement, on vous dit qu'on a 20 pentagones donc qui sont numérotés de 1 à 20, et il faut penser qu'on est parti pour obtenir le 11, on a fait une homothétie du pentagone numéro 1, de centre O et de rapport 2, c'est-à-dire que toutes les dimensions ont été agrandies et ont été multipliées par 2. Alors, on vous demande dans la question 3 quelle est l'image du motif 20 par la symétrie axiale de droite D. C'est-à-dire on vient plier selon la droite D, qui est horizontale, là en plein milieu sur votre dessin, et on veut trouver, on part du pentagone numéro 20, qu'est-ce qu'on obtient par pliage? Un pentagone numéro 20 par pliage, je vais me retrouver là. Donc, la réponse est le motif 17. Réponse A. Par quelle rotation le motif 3 est-il l'image du motif 1? Donc, on est parti du motif 1, on a atterri au motif 3, et on veut savoir par quelle rotation. Évidemment, on voit bien que c'est une rotation. Donc, une rotation de centre O à chaque fois, bon, on ne peut pas éliminer avec ça. Est-ce que c'est une rotation seulement de 36 degrés? C'est-à-dire qu'on a fait seulement, on est passé juste au pentagone à côté. Bah non, c'est la rotation de centre O et d'angle 36, ça serait passé de 1 à 2. Donc ça, c'est pas bon. Une rotation qui fait un angle de 90 degrés. Donc là, un angle de 90 degrés, on aurait un angle droit. Sauf que ici, entre ce côté-là et celui-là, j'ai pas vraiment un angle droit ici. Donc, ce n'est pas vraiment 90 degrés. Par contre, on a fait 2 fois cet angle de 36. Et là, oui, 72 degrés. Pour la question 5, l'aire du motif 11 est-elle égale au double, à 4 fois l'aire ou à la moitié de l'aire? Alors, déjà, est-ce que l'aire du motif 11 peut être la moitié de l'aire du motif 1? On voit bien que l'aire du motif 11, c'est un pentagone qui est plus grand, donc l'aire est plus grande. Donc forcément, déjà, on élimine celui-là. Alors, est-ce que c'est le double ou est-ce que c'est 4 fois l'aire du motif? Alors, on va regarder. Attention au piège. Je prends un carré de côté 2 cm. J'ai multiplié toutes les longueurs par 2. C'est ce qui se passe là, c'est une homothétie de rapport 2. Donc, j'obtiens un nouveau carré de côté 4 cm. Je calcule l'aire ici de ce carré-là. C'est 2 fois 2, donc c'est 4 cm carrés. Très bien. Ici, l'aire de ce carré-là, c'est 4 fois 4, côté fois côté, donc 16 cm carrés. Donc, j'ai multiplié les longueurs par 2, mais comment j'ai fait pour multiplier les aires? Mes aires, elles ont été multipliées par 4. Vous voyez? Donc, si je multiplie les dimensions par 2, je multiplie l'aire par 4. Donc, 4 fois l'aire du motif 1. Exercice 4, toujours sur 20 points. On vous donne un programme de calcul. On choisit un nombre, on va prendre le carré du nombre, on va ajouter le triple du nombre de départ et soustraire 10 au résultat qu'on aura obtenu à l'étape précédente. Donc, 1, vérifier que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18. Bon, bah, c'est parti. Je choisis 4. Première chose à faire, je prends le carré. Donc 4 au carré, c'est 16. Attention, distinguez bien toutes les opérations. Vous ne pouvez pas mettre une suite de égales qui se suivent comme ça ne voudrait rien dire. Ajouter le triple du nombre de départ. Donc je prends 16 et le triple, j'ajoute 3 fois le nombre de départ, c'est-à-dire 3 fois 4. Donc c'est 16 plus 12, c'est-à-dire 28. Et puis ensuite, on me demande de prendre le résultat d'avant et de soustraire 10. Bah, je prends 28 et je soustrais 10. J'obtiens bien 18. D'accord? Question 2, je le fais à côté ici. On me demande la même chose, mais avec moins 3. On ne me donne pas le résultat. Donc je fais avec moins 3. Attention, première étape et le piège, c'est bien moins 3 au carré, c'est-à-dire moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire 9. Ensuite, 9 et j'additionne 3 fois le nombre de départ. Donc 3 fois le moins 3, ce qui me donne 9 moins 9, c'est-à-dire 0. Et je soustrais 10.
Et maintenant, je soustrais 10. Donc 0 moins 10, moins 10. Donc en choisissant moins 3, on obtient moins 10. Alors question 3, je vous donne encore le programme de calcul sous les yeux pour pouvoir comprendre. On vous demande de compléter les lignes 5 et 6 du script. Il manque des éléments ici dans les bulles en blanc, là, les opérations. Bon, pas 10 000 solutions. On va quand même réfléchir. Donc, on va lancer le script sur Scratch quand on va appuyer sur le drapeau vert. On demande à la personne qui est devant l'ordinateur de choisir un nombre. On attend. La personne, on va avoir un encadré qui va nous demander de donner le nombre qu'on a choisi. Et ce nombre-là va être rangé dans une petite boîte qu'on appelle réponse. Et puis cette boîte réponse, on va lui donner un autre nom, on va l'appeler X, parce que c'est un peu plus court à écrire. Alors, on vous dit, ça, c'est juste pour le programme. C'est juste pour le programme, le script sur Scratch. Il n'y a pas de lien tout de suite, en tout cas, c'est un choix pour l'algorithme. Ensuite, ici, la ligne 4. On vous dit, on prend un nouveau Y qu'on n'avait pas avant, et on va dire c'est ma réponse fois ma réponse. Je vous rappelle que le X, c'est la réponse. Hein. C'est réponse fois réponse. Alors faire réponse fois réponse, c'est réponse, c'est un nombre au carré. D'accord? Un nombre fois lui-même, c'est un nombre au carré. Donc ça correspond à la ligne là. Prendre le carré du nombre de départ. C'est bien ce qu'on fait. La ligne du dessous, à votre avis, ça va être quoi? Ajouter le triple du nombre de départ. Donc on prend un nouveau panier qu'on appelle Z, dans lequel on va mettre le résultat de Y, c'est-à-dire ce qu'on a obtenu avant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Plus quoi? Plus 3 fois le nombre de départ. Plus 3 fois, et mon nombre de départ c'était réponse, mais on l'a écrit plus simplement avec X. Et puis enfin, le résultat, on prend un nouveau panier qu'on appelle résultat, et dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière étape du programme de calcul, c'est soustraire 10. À quoi on soustrait 10? C'est au résultat d'avant. Le résultat d'avant, il a été mis dans le panier Z. Donc Z moins 10. Voilà ce qu'il fallait compléter dans la question 3 pour le script sur Scratch. Alors question 4, cette fois-ci, on voudrait déterminer le nombre à choisir au départ pour qu'on obtienne 0 à la fin du programme de calcul. Alors, on nous demande déjà en premier lieu, dans la question A, de nous donner l'expression du programme de calcul si on choisit x au départ et pas un nombre. Donc, on choisit x au départ. La première étape qu'on était en train de faire ensuite, c'était prendre le carré de ce nombre de départ. On va prendre x, on choisit x. Ensuite, la deuxième étape, c'est prendre le carré, x au carré. Ensuite, c'est ajouter le triple. Je prends le x au carré et je vais ajouter 3 fois le nombre de départ. 3 fois le x que j'ai choisi au départ. Ça s'écrit plus simplement x carré plus 3x. La multiplication peut disparaître entre un nombre et une lettre. Et puis enfin, soustraire 10 au résultat. Je prends le résultat d'avant, c'est-à-dire le x carré plus 3x, et je soustrais 10 par moins 10. Et voilà. Voilà l'expression du programme de calcul si je choisis x au départ. Question B. Vérifiez que cette expression peut s'écrire aussi x plus 5 fois x moins 2. Il faudrait savoir ce que j'ai encadré avant. Est-ce que c'est aussi la même chose que x plus 5 fois x moins 2? Donc, ce qu'on peut faire, c'est développer l'expression qu'on nous donne. On nous donne déjà la réponse, donc autant se servir de ça. On utilise la double distributivité, parce que c'est une multiplication ici entre les deux parenthèses. Donc, j'ai x fois x plus x fois moins 2 plus 5 fois x plus 5 fois moins 2. On va réduire tout ça, x fois x, x carré, x fois moins 2, moins 2x, 5 fois x plus 5x, et 5 fois moins 2, moins 10. Bon, est-ce qu'il y a des choses que je peux regrouper? Des x carrés sont tout seuls, on les laisse là. Des x, j'en ai moins 2 plus 5, j'en ai plus 3. Et j'ai moins 10. Bingo, c'est la même chose. Donc oui, on peut dire que c'est une autre écriture. Question C. Quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir le nombre de 0 à l'arrivée? Bon. On vous demande de trouver une expression. Vous en trouvez une qui est vraiment pas belle, hein, celle que j'ai encadrée à 2 reprises là. C'est vraiment pas beau. On vous donne une autre expression dans l'énoncé. Vous avez bien vérifié à la question B que c'était la même chose. Pourquoi ne pas l'utiliser, cette expression-là?
c'est une multiplication entre les deux. Et j'aimerais bien savoir quand est-ce que ça, donc ça c'est le résultat final de mon programme, quand est-ce que ce résultat de ça, ça fait 0? Bah, vous avez une multiplication de deux morceaux qui me donnent 0. Il n'y a pas beaucoup d'opérations qui me permettent d'avoir 0 en produit, en multiplication. Quelle multiplication de deux nombres me donne 0? Bah, soit c'est le premier qui vaut 0, soit c'est le deuxième qui vaut 0, éventuellement les deux en même temps. Mais s'il y en a un des deux, au moins un des deux qui vaut 0, le résultat ça fait 0. 0 fois 4, ça fait 0. 12 fois 0, ça fait 0. Donc soit c'est x plus 5 qui vaut 0, soit c'est x moins 2 qui vaut 0. Voilà, c'est très facile de trouver. C'est le plus 5 qui me dérange à gauche, pour n'avoir que x égale. Donc je soustrais 5 des deux côtés de l'équation, et j'obtiens moins 5, parce que 0 moins 5, ça fait moins 5. Ici, pareil. Là, c'est le moins 2 qui me gêne, là, je vais ajouter 2 des deux côtés. Donc x égale, je fais partir mon moins 2 en faisant plus 2, et j'ai 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Donc, qu'est-ce que je dois obtenir? Qu'est-ce que je dois choisir au départ dans mon programme de calcul pour obtenir 0 à la fin? Ben, je dois choisir moins 5 et je dois choisir une possibilité, c'est moins 5, l'autre possibilité, c'est 2. Donc, on va perdre 6,5% de 5,2 tonnes. Donc, c'est la partie qu'il faut que je calcule. Je calcule les 6,5% de 5,2 tonnes. C'est la partie que je vais retirer. Donc, c'est la partie dont on aura diminué. Donc, si on fait le calcul, on trouve 0,338 tonnes. Ce qui correspond à 338 kg par Français. Alors, question 2. Pour continuer à diminuer leur production de déchets, de nombreuses familles utilisent désormais des composteurs. Une de ces familles a choisi le modèle qu'on vous représente. Bon, c'est un pavé droit, la partie basse, et c'est surmonté d'un prisme droit sur le dessus. C'est pas l'échelle, donc descriptif indique qu'il y a une contenance d'environ 0,5 m3. C'est ce qu'on veut essayer de vérifier. Bon, très bien. Je remonte un petit peu une fois qu'on a lu ça. Donc, on a la représentation de ce composteur. Et on voit comment il est construit. Alors, dans le trapèze ABCD, donc on regarde déjà la partie à droite. Donc, calculer la longueur CH, c'est-à-dire ce segment-là. Ben, il y a des choses assez faciles à voir, c'est que si ça c'est 39, ça aussi, c'est un rectangle, ici, d'accord? « 39 cm. Donc, CH, eh bien c'est CB moins le grand moins HB, c'est-à-dire 67 moins 39. Et on trouve 28 cm. Ça, c'était une question très facile. Montrer que la longueur DH est égale à 45, c'est-à-dire, maintenant, on a des informations ici, à la place de mon point d'interrogation, je connais la longueur, c'est 28, et là, c'est toujours 39. Alors, on demande DH. Bon, si je savais AB, ce serait très facile. Je ne le connais pas non plus. Mais DH, c'est un côté du triangle rectangle DCH, dont je connais deux longueurs, le 28, le 53. Il manque la troisième. C'est une application du théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle et c'est égal à 45 centimètres. Pardon. Question suivante. Donc on a bien montré que DH c'était 45 cm. Très bien. Vérifiez que l'aire du trapèze ABCD est de 2385.
Alors, on vous donnait une indication à la fin de l'exercice, on vous redonnait l'aire du trapèze, qui n'est pas une formule qu'on vous demande de connaître par cœur. Mais par contre, utiliser une formule, oui, vous en êtes capable. Donc l'aire, on vous dit que c'était petit côté, donc 39, plus le grand côté, c'est-à-dire que le grand côté c'est 67, fois la hauteur, donc la hauteur c'était AB ou DH, mais DH on a vu que c'était 45, question précédente, et tout ça que je divise par 2. Et si vous faites le calcul, vous trouvez en effet que ça fait 2385 cm². Bon, voilà. Question D. Calculer le volume du composteur. On justifiera la contenance de 0,5 m³ à la fin. Alors, il nous faut le volume de tout. Donc, on va déjà calculer le volume du pavé. Le volume du pavé. Donc, le volume du pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, le pavé droit, c'est juste cette partie qui est là, hein, en bas. Hein. D'accord? Donc, il faut peut-être réfléchir à ce qu'on a les trois dimensions. J'ai la longueur, la largeur, et il me faut la hauteur. Donc, la hauteur, je sais que tout ça, c'est 1,1 mètre. Alors, ce qui serait bien d'avoir tout en centimètres. Donc, 110 cm. Très bien. Et moi, je ne veux que à partir du point B. Donc, AB, c'est combien? AB, on l'a vu ici. Donc, AB, c'est la même chose que DH, c'est-à-dire c'est 45 cm. Donc, il me manque ici, il me manque 65 cm. Donc, je multiplie ces trois dimensions, donc 70 fois 67 fois 65, et vous trouvez 304 850 cm³ pour le volume du pavé. Alors, le volume du prisme, qui est la partie haute, d'accord? Toute cette partie-là en haut. Donc, on vous dit, on va redonner la formule, donc R de la base fois la hauteur. Donc, R de la base, c'est les deux faces qui sont des polygones et qui vont se faire face. Ah, c'est le trapèze, il est de ce côté-là, et il va être de l'autre côté aussi. D'accord? Donc, c'est bien les deux faces qui sont opposées et superposables et identiques de chaque côté. Donc, mes bases. Donc, il me faut l'aire de la question d'avant, l'aire de ABCD qu'on a calculé, donc 2385, fois la hauteur, c'est-à-dire la distance entre les deux bases. La distance entre les deux bases, c'est cette longueur-là, mais c'est aussi celle-là, et c'est aussi celle-là. Donc c'est 70. Donc le calcul vous donne 166 950 cm³. Donc le volume total, c'est l'addition de ces deux résultats et vous trouvez 471 800 cm³. En faisant l'addition de 304 850 et 166 950. Donc l'objectif maintenant est de convertir ces centimètres cubes en mètres cubes. Donc c'est dans le même ordre que celle que vous connaissez pour les longueurs, donc millimètres, centimètres, décimètres, mètres. Mais pour les volumes, on divise les colonnes par 3. Pour les surfaces, les aires, on va diviser par 2. Donc là, on est en volume, on divise par 3. Donc des centimètres cubes, j'en ai 471 800. Donc je dois m'arrêter ici. Donc 800. Voilà. Et maintenant, je veux les lire en mètres cubes. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais mettre une virgule ici. Donc, bon, c'est comme si j'avais 0. Donc, le volume total, 4718 mètres cubes, c'est bien environ 0,5 mètres cubes. Donc oui, l'affirmation est vraie.